Oi, gente! Carambaia Convida de hoje é especial. Nós vamos conversar com o escritor senegalês Boubacar Boris Diop. Ele é o autor de Murambi, o livro das ossadas, lançado pela Carambaia. O Boubacar nasceu em 1946 em Dakar, no Senegal. É professor universitário de filosofia e literatura, romancista, ensaísta, jornalista. Recentemente, ele ganhou um prêmio super importante, que é o Prêmio Internacional de Literatura Neustadt, um prêmio que é dado nos Estados Unidos e é tido como o prelúdio do Nobel de Literatura. E ele foi indicado a esse prêmio justamente pelo Murambi, o livro das ossadas, que marca também a sua estreia no Brasil. Vamos assistir? Bonsoir, Boubacar Bonsoir. Boris Diop. C'est un Bonsoir. grand plaisir de vous recevoir. Je vous remercie infiniment d'être là virtuellement, puisque moi je suis à São Paulo, vous êtes bien à Dakar au Sénégal, c'est ça? Oui. D'accord, donc, et je vous remercie aussi parce que je sais que c'est tard chez vous, donc à cause de décalage horaire. Oui. Avant de commencer, je voulais tout d'abord vous féliciter. Vous venez de recevoir le prix international de littérature Neustadt. C'est un prix très prestigieux. Vous êtes les lauréats choisis parmi tous les écrivains du monde. Et c'est justement grâce à cette œuvre que vous avez été nominé. Et ça montre aussi, comme votre livre Murambi, qui parle du génocide rwandais de 1994, il continue à attirer l'attention des lecteurs partout dans le monde. Et est-ce que les sujets ils restent d'actualité? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. Le livre est maintenant un jeune homme, parce qu'il a 21 ans. Oui. Et on continue. Mais c'est ça. Moi, je dis toujours que la mémoire d'un génocide est une mémoire paradoxale. Parce que plus le temps passe et moins on oublie. Vous savez, le nombre de livres qui ont été écrits depuis 1994 sur le génocide des Tutsis au Rwanda, ça doit être de l'ordre de plusieurs milliers dans beaucoup de pays et dans beaucoup de langues. Et il y a le cinéma, le théâtre, et les historiens étudient la question de très près. Le Rwanda est un petit pays. Hein. Non seulement sa superficie est très réduite, mais aussi c'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, qui n'a pas une importance stratégique, militaire, etc. Mais un génocide, quel que soit l'endroit où il a eu lieu, interpelle la conscience universelle. Et on en parle. D'ailleurs, on parle plus maintenant du génocide des Tutsis au Rwanda qu'on en parlait au moment où le livre paraissait, en 2000. Vous croyez qu'il y a un changement de mentalité, quelque chose comme ça? Oui, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis venu au Brésil présenter Murambi. Mais à l'époque, c'était en quelle année? Ah, peut-être 2004, 2006. Mais à l'époque, personne ne savait rien sur le Rwanda. Et les Brésiliens, quand je parlais du génocide, mais ils se bouchaient les oreilles. Ils ne voulaient pas m'entendre, ils ne voulaient pas me comprendre. Mais après, l'histoire fait son chemin. Et donc, s'il est un événement international qui est vraiment d'actualité, c'est ce génocide au Rwanda. Et une des sensations les plus frappantes lorsqu'on lit votre livre, lorsque vous nous menez au cœur du Rwanda, 4 ans après le génocide, est celle de voir comme les rescapés, les victimes, les proches des plus d'1 million de morts cohabitent les mêmes pays, les mêmes villes, se connaissent, sont voisins, collègues de travail, bref, vivent ensemble avec les bourreaux, les assassins et les responsables de ces carnages. Vous qui avez parlé directement avec ces personnes, vous les avez regardées droit dans les yeux,
Qu'est-ce que Mhm. vous en pensez de cette cohabitation, de cette façon de vivre après une catastrophe d'une telle ampleur? Mhm. Vous savez, pendant la Shoah, euh, ceux qui tuaient les Juifs ne les connaissaient pas, Mhm. ne les voyaient que le jour où ils les faisaient mourir. Euh, et il y avait un long face-à-face entre les victimes et les bourreaux dans les camps. Ici, ça a été très différent. Les tueurs arrivent, ils tuent tout le monde, mais surtout, comme vous l'avez dit, c'était un génocide de proximité. C'est-à-dire, euh, les bourreaux et les victimes ont toujours vécu ensemble, souvent ont été des amis. Il y a même des cas extrêmes où des maris ont tué leurs femmes, ou des femmes ont tué leur mari, Mhm. ont tué leurs propres enfants. C'est vraiment, et c'était entre voisins. Et maintenant, après, oui, il faut quand même vivre, il faut vivre ensemble. Et il y a des cas extrêmes où euh, une jeune femme s'est mariée avec le bourreau de toute sa famille. Wow. On raconte ça. S'est mariée avec le bourreau de toute sa famille, en train de vivre leur histoire plus ou moins normalement. Mhm. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce cas de figure est général. Mhm. Et c'est exceptionnel. Mais quand même, ça existe et c'est très intéressant. Très Mais voilà, mais aujourd'hui au Rwanda, quand on y va, eh bien, les gens, ils ne veulent pas parler du génocide. On Mhm. n'entend jamais le mot Hutu, on n'entend jamais le mot Tutsi, on n'entend jamais le mot génocide, sauf peut-être dans les colloques et dans les réunions officielles. Mais dans la Mhm. quotidienne, il y a un silence pesant euh, Mhm. là-dessus. Et les Rwandais maintenant, ils disent nous ne sommes ni Hutu ni Tutsi. Ils parlent de Munyarwanda. Ça veut dire Mhm. nous sommes tous des Rwandais. euh, ça s'arrête là. Mhm. Mais ça, c'est la volonté politique de se réconcilier, de vivre ensemble. Et c'est pourquoi les Gacaca, c'est-à-dire les tribunaux Mhm. traditionnels, qui ont remplacé les juridictions classiques, les jugements qui étaient rendus dans les Gacaca, c'était important. Parce que comment ça fonctionne? Eh bien, euh, il, y a, il y a ceux qui sont accusés de génocide, il y a les victimes, et puis des notabilités de Mhm. la colline, de l'endroit, écoutent les deux parties et encouragent la réconciliation. Sauf pour les cas extrêmement graves, il n'y a même pas de peine de prison, on demande une compensation des choses de ce genre. Mhm. Et ce qui était intéressant dans ces procès, c'est que, en fait, la plupart des victimes, des rescapés disaient, moi, je suis prêt à pardonner, puisqu'on me demande pardon, mais de grâce. Et il regardait le bourreau droit dans les yeux et il lui disait, mais de grâce, où avez-vous enterré les miens? Tout ce que je veux, c'est savoir où est-ce qu'ils sont, aller là-bas jeter des fleurs, avoir dans ma tête un territoire où, Mhm. où moi je les situe. Et très souvent, les tueurs ont indiqué les lieux, ont dit voilà, parce qu'ils se connaissaient. Oui. Parce que ce n'étaient pas des tueurs euh, qui tuaient des gens anonymes. Ils savaient Mhm. qui ils tuaient. Donc, ils savaient où est-ce qu'ils les avaient mis. Eh bien, votre mari, votre sœur, votre épouse, je l'ai jeté dans tel endroit. Allons-y, je vais vous montrer. Alors, pour vous dire que c'est vraiment difficile. Et moi, quelqu'un a dit,
Quelqu'un a dit, on ne se réveille pas un matin pour dire aujourd'hui le génocide commence. On ne se réveille pas un matin pour dire, ah, aujourd'hui, comme un match de football, la finale de la Coupe du Monde, c'est aujourd'hui. Non. Un génocide, apparemment, ça vient brutalement. Mais en fait, il y a une longue période de préparation, de maturation. Et au Rwanda, entre 1959 et 1994, on a éduqué la population et surtout les enfants à l'école dans l'idée que les Tutsis sont des cafards, des Inyenzi, ce sont des êtres malfaisants, ils ne doivent pas vivre. Et on a eu des générations qui ont grandi avec ça. Et au moment de frapper les Tutsis, leurs mains n'ont pas tremblé un seul instant parce qu'ils étaient convaincus de faire ce qu'il fallait faire. Maintenant, depuis 1994, ce type d'éducation, ce type de formation, les Tutsis ne sont pas en train de dire « Oh, les Hutus, ce sont des bourreaux, nous devons prendre notre revanche. » Les enfants ne sont plus éduqués dans cet esprit parce que Paul Kagame, ce n'est pas sa façon de raisonner. Et d'ailleurs, ce que voudrait le Rwanda, c'est qu'on parle beaucoup moins du génocide que des progrès économiques. Au fond, vous savez, les progrès économiques du Rwanda, quelque part, sans que ce soit dit, peut-être même sans que ce soit conscient chez les Rwandais, c'est une façon de provoquer l'amnésie. C'est une façon d'oublier le génocide. Notre pays est tellement beau, tellement ordonné, nous sommes tellement sérieux. Vous croyez vraiment que nous avons fait ça? Cette espèce d'autosuggestion. D'accord. L'histoire du Rwanda, ils veulent qu'elle soit belle et pas ensanglantée. Et il faut vivre ensemble avec ça. D'accord. Et vous avez entré dans ces sujets, si je peux dire, un peu comme dans ces projets que vous expliquez bien dans les livres, que c'est le devoir des mémoires, un peu le contraire de ce que vous dites en ces moments. Donc, c'est le devoir de se souvenir toujours. Et comme Cornelius, votre personnage principal, vous êtes arrivé à Kigali en songeant à écrire une pièce de théâtre, c'est ça, ou enfin, une autre façon. Et je voulais donc vous poser la question, pourquoi avez-vous choisi le roman, je veux dire, de la fiction pour faire le récit de ce que vous avez témoigné là-bas? Et en pensant que vous êtes également journaliste, donc vous auriez pu publier un grand reportage, je sais pas, un récit documentaire, mais en choisissant la voie de la fiction, du roman, est-ce que vous pensez que, comme on disait beaucoup sur la littérature par rapport au Holocauste, le génocide des Juifs, on disait que la fiction a un rôle de dire l'indicible. Est-ce que l'art arrive à rendre compte d'une manière plus efficiente d'aborder ces types de sujets? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, quelqu'un a dit il n'y aura plus de poésie après la Shoah, ou alors cette poésie sera sur la Shoah. En somme, la poésie sera sur l'Holocauste ou ne sera pas. Et l'idée d'écrire sur un génocide, d'écrire de la fiction, au fond, ce n'est pas évident. D'abord, je vais vous dire, lorsque on m'a demandé d'y aller, dans un premier temps, ce que j'ai dit, oui, j'y vais parce que je suis un journaliste, je veux savoir ce qui s'est passé dans ce pays, mais ne comptez pas sur moi pour écrire. Le plus que je pourrais faire, c'est peut-être écrire des notes de voyage. Vous allez au Rwanda, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai entendu, les Hutus m'ont dit ceci, les Tutsis m'ont dit cela. Dans ma grande ignorance, je ne savais même pas
qu'au fond, il n'y avait pas de différence entre Hutu et Tutsi. Et pour moi, je croyais, comme tout le monde, que, voilà, c'était encore des Africains qui se sont massacrés entre eux. Et maintenant, moi, on veut que j'aille arbitrer ça. Mais non, je refuse. Et on m'a dit, non seulement vous pouvez écrire un journal de voyage, mais même si vous n'avez pas envie d'écrire, n'écrivez pas. Et là, j'étais très à l'aise. Donc j'y vais. Moi, j'ai fait une école de journalisme et le principal de ce que j'ai appris là-bas, c'est savoir écouter. Voilà. Tout le monde pense que le journalisme, ça consiste à parler, mais en fait, ça consiste à écouter, savoir écouter. Et donc, au bout d'une semaine, en écoutant les gens, moi, je ne prenais jamais la parole d'ailleurs. Et les gens commençaient à se demander pourquoi je ne parle jamais. Mais en fait, j'étais là juste en train d'écouter, mais au bout d'une semaine, j'ai compris vraiment que je n'avais rien compris et que c'était une honte pour moi, qui avait dirigé un journal, qui avait enseigné la philosophie, la littérature, et qui avait déjà publié 2 ou 3 romans, je n'avais rien compris. Et donc, dès ce moment-là, je suis d'accord, je vais écrire de la fiction, parce que pour amortir le choc, il n'y a rien de tel que la fiction. Mais quelle fiction? J'ai hésité, est-ce que je vais faire de la poésie? Même si je n'ai jamais été vraiment attiré par la poésie. Est-ce que je vais écrire du théâtre? Est-ce que? Et finalement, j'ai décidé d'écrire un roman parce que c'est ce que je sais faire de mieux, mais aussi un roman qui, par rapport à mes livres antérieurs, avait 2 caractéristiques. La première, c'est que c'est un roman en quelque sorte choral, polyphonique. Il y a beaucoup de voix, parce que je ne voulais laisser aucune piste à l'abandon, aucune piste oratoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est mon livre le plus simple, le plus facile à lire. Voilà. Quand j'ai terminé Murambi, j'ai écrit à quelqu'un, je lui ai dit, je viens de terminer Murambi et je l'ai écrit avec beaucoup de cynisme. Et cette personne m'a demandé, mais qu'est-ce que vous appelez écrire un roman avec beaucoup de cynisme? Et je lui ai dit, ça signifie que je l'ai écrit sans me soucier de la technique romanesque, de l'esthétique et de toutes ces choses-là. Je l'ai écrit pas comme on joue. Je l'ai écrit sérieusement, gravement, et je n'ai pas prétendu parler à la place des victimes. Voilà, le roman était un acte de théorie. Et donc, oui, je crois que la particularité du roman, face à ces tragédies-là, c'est qu'elle les inscrit dans la durée. Et la fiction romanesque, elle a beaucoup plus de force, pas sur l'instant. Par exemple, les films qui ont été faits sur le génocide, Hôtel Rwanda et d'autres, ont eu un impact très fort. Mais leur impact est limité dans le temps. C'est-à-dire, bon, peut-être 1 an, 2 ans, on en parle. Mais moi, mon roman, il est paru en 2000, il est vieux maintenant pour un roman. Eh bien, plus il a des cheveux blancs, plus on en parle. Et oui, c'est ça que j'appelle inscrire l'événement dans la durée, quoi. Voilà. Ouais, oui. Et nous avons fait notre groupe. Hein. Nous avons fait une bonne chose parce que quand on y allait, le Rwanda n'était pas à la mode. Personne ne voulait en parler. Les conditions de vie étaient épouvantables. C'était très difficile. Oui, ça a été une expérience. Bon, moi, je suis tombé 2 fois malade en écrivant Murambi, vous savez. Ah bon? Ah oui, je 2 fois. Ah ben 2 fois, voilà, 2 fois. Je peux comprendre, j'imagine. Algérien qui est en Suisse, qui m'a
voilà, qui m'a aidé, quoi. 2 fois, oui. 2 fois, oui, j'avais des fourmillements dans la tête, oui, 2 fois. Voilà, on m'a parlé de quoi? De stress post-traumatique, un truc comme ça, oui. D'accord, c'est compréhensible. Ouais. Et vous avez écrit Morambi en français, de même que vos livres antérieurs, Mhm. mais vous avez dit déjà que lors d'une interview que votre séjour au Rwanda a représenté un tournant dans votre carrière. Donc, Mhm. qu'est-ce que s'est passé lors de cette expérience pour que cela puisse arriver? Il y a toute la question de la langue. Je voulais que Oui. poser D'abord, ces changements. ça a changé ma façon d'écrire des romans. Les romans que j'ai écrits après le Rwanda, tous se sont marqués du sceau de la simplicité. D'accord. Je ne prétendais plus être un roman latino-américain, voilà, avec beaucoup de, oui, oui, le réalisme magique et toutes ces histoires. Je faisais ma narration dans la plus grande simplicité, mais surtout, et ça je le dis souvent, et les gens ont du mal à voir le rapport. Si je n'avais pas été au Rwanda, je n'aurais sûrement jamais écrit dans ma langue maternelle, qui est le Wolof. Parce que vous allez au Rwanda, vous êtes originaire d'un pays comme le Sénégal, vous voyez que ce qui s'est passé là-bas et cet événement dans lequel la France est intervenue de manière très, très décidée. La France a encouragé que l'on tue des enfants, des vieillards, des personnes malades. On a inoculé le sida aux femmes. La France l'a accepté. Et pour moi, en tant que Sénégalais, la France l'a accepté, l'a encouragé au nom de ses intérêts stratégiques. Au nom, évidemment, du magistère qu'il exerce sur des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon. À l'époque, le Rwanda en faisait partie. J'ai dit, mais c'est arrivé ici, au Rwanda, mais ça va arriver chez moi. Oui, demain, après-demain, mes enfants, mes petits-enfants, parce que nous ne sommes pas indépendants. Et comment se fait-il que les Rwandais étant si proches les uns des autres aient pu s'entretuer? Parce que, vous savez, les Hutus et les Tutsis, ils parlent la même langue, ils ont le même Dieu, ils ont tout en commun. Ils vivent sur les mêmes territoires. Il n'y a pas un endroit au Rwanda où on dit, ah, ici vivent les Hutus et là, les Tutsis, non. Et puis, ils se sont tellement mariés que, au fond, on a beaucoup de mal à savoir qui est Hutu, qui est Tutsi. Et donc, j'ai compris une chose très simple, c'est que ce que nous croyons être au Rwanda, ce que nous croyons être la haine de l'autre, c'est d'abord la haine de soi. Le Hutu tue le Tutsi, non pas parce qu'il est différent de lui, mais justement parce qu'il lui ressemble. Tu me renvoies à ma propre image que je hais, tu ne dois pas vivre. Et d'où vient cette haine de soi? Mais c'est la question de la culture qui est posée dans toute son acuité. Et, et je me suis dit, quand on arrive à se haïr à ce point, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Concernant mon pays, c'est très clair, on nous a séparés de nous-mêmes. Voilà. L'âme coupée en deux. Et je me dis, mais moi, je suis écrivain et je constate aussi une chose. Pourquoi la France est-elle intervenue à fond au Rwanda? Parce que le Rwanda n'est pas un pays très riche. Il y a un peu de café,
des plantations de thé, de bananes, c'est tout. Il n'y a pas de diamants, il n'y a pas d'or, il n'y a rien, il n'y a pas de pétrole. C'est même pas une position géographique intéressante. Pourquoi? Donc, finalement, la France a fait ça. Mais la France l'a fait, comme l'ont dit tous les historiens, et en particulier les historiens français, la France l'a fait pour défendre la langue française, pour défendre le rayonnement de sa langue. Oui, le Rwanda était un bastion entouré par des pays anglophones, entouré par la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, surtout l'Ouganda. Et donc, vous savez, ce que j'explique là peut être compliqué pour les Brésiliens qui ne connaissent pas beaucoup la politique française en Afrique, mais ça marche un peu comme, au fond, le contrôle qu'avaient les États-Unis sur beaucoup de pays d'Amérique latine. C'est un système de domino. Si la protection que Washington accorde à tel pays d'Amérique latine, si ça ne marche pas, Washington ne se fait pas respecter et perd son influence en Amérique latine. Ici aussi, la France protège le Rwanda, non pas parce que c'est le Rwanda, mais parce que le Rwanda est inscrit dans un ensemble. Et cet ensemble-là, si jamais il y a une défaillance, l'autorité de la France va en pâtir. Et donc, on ne peut pas laisser le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, qui vient d'Ouganda, qui est Tutsi, ils disent, ce qui n'était d'ailleurs pas vrai, ce sont des anglophones. Nous n'allons pas les laisser attaquer un pays francophone. Et ça coûte plus d'1 million de morts. Et moi, Sénégalais, non seulement j'ai peur pour l'avenir, pour mes enfants, mes petits-enfants, pour mes arrière-petits-enfants, peu importe, j'ai peur pour eux, mais aussi je me rends compte qu'en tant qu'écrivain, la langue que j'utilise, c'est la langue qui a coûté la vie à 1 million d'Africains au Rwanda. Est-ce que vous croyez que je peux me sentir très à l'aise avec cette langue? Jusque-là, je n'avais pas de problème. Et c'est ce malaise-là, cette confusion mentale qui a fait que je me suis dit, mais j'ai de moins en moins envie d'écrire en français. Je n'ai jamais dit que je n'écrirais plus en français. Hein. Je sens que j'ai de moins en moins envie. Ce serait difficile pour moi d'écrire en Wolof, ma langue maternelle. Mais je vais être têtu, je vais le faire. Je l'ai fait. C'était difficile au début. Je pensais même que je n'y arriverais jamais. Mais peu à peu, le texte s'est mis en place. Et aujourd'hui, au centre de ma vie, il y a non seulement écrire dans ma langue maternelle, le Wolof, mais aussi travailler. Nous avons créé une maison d'édition à Dakar qui s'appelle EJO, qui publie. Hier matin, nous avons reçu le dernier livre que nous avons édité, voilà, qui publie uniquement dans les langues du pays, mais pour le moment, nous n'avons publié qu'en langue Wolof. Oui, c'est parti du Rwanda. Je retourne à ma phrase initiale. Si je n'avais pas été au Rwanda, je n'aurais probablement jamais pris conscience de l'importance de la culture dans l'avènement d'un génocide et aussi de l'importance de la langue. Et qu'est-ce que ça change au niveau de l'écriture? Parce que j'imagine que Wolof, c'est votre langue maternelle, mais c'est la langue parlée plutôt à la maison, famille, et le français, vous avez appris comme la langue d'écriture, j'imagine. Donc, croyez-vous qu'écrire dans votre langue maternelle vous permet de s'exprimer différemment, d'attendre d'autres types de voix que d'écrire en français? Le français, je l'ai appris à l'école,
avec des règles de grammaire. Quand je ne les connaissais pas, j'étais mal noté ou on me frappait. Donc, c'est un rapport déjà assez difficile, assez traumatisant. Et donc, on l'écrit dans la souffrance. Hein. On veut que ce soit correct. Mais ce n'est pas notre langue naturelle, ce n'est pas la langue de notre âme. Et vous savez, si un jour vous venez au Sénégal, notre langue officielle, c'est le français. Le Sénégal est un pays qu'on dit francophone. Mais si vous venez au Sénégal, vous serez surpris, personne ne parle français. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui écrit dans une langue qu'il n'entend jamais dans la vie quotidienne. Il y a dans cet exercice-là forcément un déficit de poésie. Parce qu'il y a une réalité sonore qui n'est pas captée. Voilà. Et quand j'écris un roman en français, j'écris avec des mots que j'ai appris à l'école, qui sont dans le dictionnaire. Je vais vérifier le sens. Mais quand j'écris en Wolof, j'écris avec des paroles. Et ces paroles, ce sont des paroles que j'entends. Ce sont des paroles vivantes. Et donc, le potentiel sonore, qui dit potentiel sonore, dit potentiel poétique, est beaucoup plus important maintenant lorsque vous écrivez dans votre langue maternelle. Et puis, il y a plus de joie parce que on écrit ce que l'on entend, les voix des gens ordinaires. Il y a beaucoup plus d'humour dans ce que j'écris en Wolof que dans ce que j'écris en français. D'ailleurs, ça c'est une parenthèse, les historiens de la littérature ont montré que les romans africains écrits en français ou en anglais, généralement, sont très, très graves, un peu tristes, à cause des sujets qui sont abordés, des sujets très, 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 très sérieux. Et maintenant, lorsque vous écrivez dans votre langue maternelle, vous vous laissez aller. Hein. Tout ce que vous écrivez, vous l'avez déjà entendu, ou bien vous l'entendez et ça devient le texte. Et puis, bon, il y a les particularités de la langue Wolof, qui est une langue très, très, qui est très portée à l'exagération. Une langue très redondante. Voilà, on dira de quelqu'un il l'a tué jusqu'à ce qu'il meure. Ou bien on dira je vous salue avec mes 10 mains, pas avec mes 10 doigts, avec mes 10 mains. Des choses comme ça, voilà. Et ça intervient dans le texte. C'est beaucoup plus joyeux, finalement, quoi, à l'arrivée. Et au niveau du marché éditorial au Sénégal, votre expérience comme éditeur en ce moment avec les livres de votre maison, croyez-vous qu'il y a un mouvement actuel pour les Africains veulent lire plutôt des auteurs africains en langue africaine? Je ne sais pas si vous vendez aussi dans d'autres pays africains. Comment ça marche, ces marchés? Comment est la réponse à ces mouvements? Dès qu'on commence à parler de langue nationale, il faut laisser de côté la dimension africaine. Chaque pays a ses réalités. Lorsque vous écrivez en Wolof, votre marché, c'est le marché sénégalais et évidemment les Sénégalais de la diaspora, expatriés. C'est le marché, c'est tout. Et normalement, quand vous écrivez en italien, votre marché, c'est le marché italien ou le marché grec. Maintenant, il y a un système de transfert des textes, quoi, de transvasement. Moi, mon premier roman Wolof a été traduit en espagnol
et en français d'abord, puis en espagnol et en anglais. Et donc, deux autres traductions, allemand et italien, vont bientôt arriver. Donc, c'est comme ça. On n'a pas vraiment un marché. Et le livre se porte mal partout. Je pense que vous êtes dans l'édition, le livre ne doit pas... Il n'y a pas d'endroit au monde où vraiment les livres partent comme ça. Mais nous avons aussi dans l'esprit que ce que nous faisons, c'est pour l'histoire. Voilà. Je pense que dans toute expérience éditoriale, littéraire majeure, au début, on s'adresse à une minorité. Et après, peu à peu, la qualité des textes fait que, bon, cette minorité-là, elle devient la majorité. Je crois que dans tous les pays du monde, cela s'est passé comme ça. Bon, et les pionniers doivent toujours souffrir, ils doivent l'accepter. Ils doivent savoir pourquoi ils souffrent. En disant que quand même demain ça ira. Oui, nos textes, on ne vend pas des centaines de milliers, très loin de là. Mais enfin, ça tient la route. Et est-ce qu'il y a d'autres maisons qui publient en Wolof Il y a, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Les maisons qui publient, parce que la langue française est en déclin chez nous. Il y a une grande effervescence autour des langues nationales et en particulier autour du Wolof. Et à part, nous, notre maison est la dernière, née. Elle est née en 2018, elle est très jeune. D'accord. On a déjà publié une douzaine de livres. Mais il y a des maisons d'édition qui existent depuis beaucoup plus longtemps. Bon, il y en a une qui s'appelle Papyrus, une autre qui s'appelle Ossad, et une troisième, à ma connaissance, qui s'appelle Ared. Donc, oui, au Sénégal, il y a 4 grandes maisons d'édition dans les langues. Voilà. Il y a de petites maisons, on ne les connaît pas. Mais il y a une grande effervescence autour des langues nationales. Mais du Sénégal, je ne vais pas parler du Mali ou du Burkina Faso ou du Gabon. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais au Sénégal, il y a une grande effervescence. J'ai remarqué dans plusieurs de vos entretiens que vous avez donnés, lorsqu'on vous demande de parler des auteurs d'œuvres dont vous recommandez, vous indiquez la lecture, et ça m'a... Je suis touchée de voir que plusieurs fois, vous avez indiqué des noms de la littérature sud-américaine. Borges, Garcia Marquez, Ernesto Sabato. Et donc, je voulais savoir Machado. Quel est votre... Machado, oui, je voulais demander qu'est-ce que vous recommandez de la littérature brésilienne? Je l'ai lu, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle vous inspire? Pourquoi la littérature de ces pays? Quel a été votre intérêt à commencer à lire ce type de littérature qui a aussi du mal un peu à s'exporter, d'être lu dans d'autres pays? Oui, la rencontre avec les textes, quels qu'ils soient, c'est souvent le fait du hasard. Moi, dès mon premier roman, qui s'appelle Le temps de Tamango, je mentionne le nom de Gabriel Garcia Marquez. Et je dis dans le roman, mon personnage dit que 100 ans de solitude, c'est le chef-d'œuvre absolu de la littérature universelle. Donc, ça veut dire que ce livre m'avait profondément marqué. Et après, on continue. Et on se rend compte finalement, quand on est africain, que le réalisme magique, mais c'est exactement notre univers. Je connais d'ailleurs un Allemand qui s'appelle Stamm, qui a travaillé sur l'africanité de 100 ans de solitude, et dans laquelle il montre que Macondo, c'est un mot lingala qui signifie la bananerie. Et puis maintenant, j'ai continué à lire. À un moment donné dans ma vie, je ne faisais que ça lire. Et
L'auteur maintenant d'Amérique latine, qui est vraiment de très loin je vous l'ai dit, j'ai lu Machado de Assis, j'ai lu le livre de Juan Rulfo, Pedro Páramo, qui est un livre tellement important, mais l'auteur qui m'a le plus marqué, c'est quand même Ernesto Sabato, l'Argentin. Argentin, oui. Qui n'a écrit que 3 romans, Alejandra, L'Ange des Ténèbres et le Tunnel. Hein. Et le Tunnel, c'est un petit roman d'ailleurs. Voilà, peut-être aussi que si j'ai été sensible à l'univers de la littérature latino-américaine, c'est parce que moi, je ne suis pas entré en littérature uniquement par la langue. Je suis entré aussi par les contes que j'entendais lorsque j'étais un adolescent dans la petite ville de Thiès, là, à une 60aine de kilomètres de Dakar. Eh bien, là-bas, ma belle-mère, ma mère, nous on dit ma mère, eh bien, elle racontait des histoires. Et moi, j'étais celui qui en demandait le plus. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle disait, tout ce qui sortait de sa bouche, je le vivais. Et donc, au fond, mes autres amis, mes cousins et tout, eux, ils ne croyaient pas. Ils savaient que c'était des contes, que c'était n'importe quoi. Mais moi, je croyais que c'était vrai. Alors, avec les mots-là, bon, j'éprouvais des sentiments très forts, la jalousie, la peur, la colère, etc. Et je me suis rendu compte, mais c'était inconscient, évidemment. J'étais trop jeune. Uniquement avec des mots qui sortent de la bouche d'une contrée, on peut quand même faire ressentir quelque chose de réel, exprimer des sentiments réels. Et les contes, je les reprends tout le temps par petits bouts dans tous mes romans. Les contes que j'entendais, mais c'était des contes fantastiques. C'était le réalisme magique, purement et simplement. C'était le réalisme magique. Je peux donner quelques exemples, mais on n'aura pas le temps. Mais et donc, quand je tombe sur des textes qui sont écrits de cette façon, forcément, ça m'interpelle. Et évidemment, on était en train de sortir aussi, nous, ma génération, nous sommes les premiers à être devenus écrivains en lisant des auteurs africains. Ousmane Sembène, Senghor, Mongo Betty, et tous ces auteurs-là, Soyinka, Achebe, mais on avait envie de les dépasser. Nos aînés avaient été marqués par la littérature française, par le roman de Zola, de Balzac, et nous, on voulait aller plus loin. Et le roman latino-américain avait cette double vertu pour nous. D'abord, la puissance de l'imaginaire, le réalisme magique, mais aussi la puissance politique. Parce que notre génération était profondément marquée par les idées de gauche, marxisme, léninisme. Nous nous intéressions beaucoup à ce qui se passait en Amérique latine, Vargas au Brésil, Stroessner, je ne sais dans quel autre pays, Panama, tous les pays, évidemment, Che Guevara, Cuba, ça nous concerne. Et donc, il y avait là aussi, en plus de la puissance de l'imaginaire, la puissance de la pensée. Parfait. Pensée politique de gauche. On s'y retrouvait complètement. Bon, je pense qu'on a déjà, ça fait 1 heure que je prends votre temps, donc je voulais vous remercier infiniment pour cette conversation et j'espère bon, que vous allez voir votre livre bientôt entre vos mains et j'espère que ça va vous plaire. Oui. Et donc, merci beaucoup et à bientôt, j'espère, après cette pandémie qui nous permet de voyager aussi. La pandémie, oui. Ouais. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Voilà. Au revoir.
Bye. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Espero que vocês tenham gostado do papo e até o próximo Carambaia Convida.